commencer par les rituels. Santé à toi. Kampai, comme on dit, pays du soleil levant. Skål. Profenstru. Profenstru, salut à tous. En direct de l'antre du ghetto rétro gaming avec Jason. Comment tu vas, Jason? Ah bah écoute, toujours en vie. Voilà. Toujours en vie. Je peux pas en dire pareil de tout le monde, mais non, mais on survit. j'ai fait mon office. Tu fais ton office. Exactement, de passage dans ta région. Dans la région de Touraine, donc il nous arrive demander. Eh oui. Exactement. Père Jason, alors là, un gros connaisseur de rétro gaming qui nous a apporté, mais alors là, des pépites que vous n'avez pas l'habitude de voir au ghetto. Ventre à chaud représente. Carrément. Ça fait vraiment plaisir parce qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir ce genre de choses. Alors Jason, donc toi t'es gros fan de jeux vidéo depuis... Bah, très longtemps, depuis comme beaucoup la petite enfance. Moi je suis de 79, donc là j'ai 46 ans au moment où je vous parle. Et du coup bah, j'ai toujours eu même les prémices de l'informatique, les premières consoles voilà, du mainstream, première console Game Boy par exemple, Super Nintendo, donc démarrage classique entre guillemets. J'ai pas connu la NES, on s'échangeait avec les potes des Mega Drive, on se prêtait les consoles, les jeux, donc j'ai pu toucher à beaucoup de choses. Et j'avais une chance, c'est que j'étais en région parisienne, et à une époque où il y avait encore beaucoup en fait de boutiques de jeux vidéo qui faisaient de l'import. Tout à fait. Et particulièrement à Paris. Particulièrement à Paris, du côté de Jussieu, pour ceux qui ont connu la fac de Jussieu, les score games, les machins, c'était Byzance, hein, on avait le kiki tout dur quand on allait là-bas. Tout à fait. Et ça coûtait une blinde aussi, hein, les premiers Street Fighter sur 2 sur Super Famicom à 800 francs, sans les adaptateurs, donc ça j'ai connu. L'arcade à la maison Street Fighter quand même. Hein, ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on mettait autant d'argent. Pour terminer là-dessus, c'est vrai qu'en région parisienne, on avait également la chance d'avoir une petite distribution professionnelle d'importation de machines japonaises. Donc notamment, il y a eu Guillemot avec la Neo Geo, donc qui est très connu, et on a pu avoir le catalogue et la machine grâce à l'import Guillemot à l'époque. Et les machines dont je vais vous parler aujourd'hui, en fait, c'est les NEC PC Engine, c'est toute une famille de consoles. On y vient au sujet principal de cette vidéo, donc il va vous expliquer. Gros fan de PC Engine, il nous a ramené du lourd. Je te laisse continuer. Voilà, donc la PC Engine c'est toute une famille en fait de consoles, et ce qui était très intéressant, donc c'est des machines qui ont surtout performé au Japon mais très peu en Europe parce qu'il y avait très peu d'imports encore une fois. Par contre c'était masterclass sur masterclass, et notamment donc ce que je disais c'est que c'est des familles de consoles. Donc la première qui est la plus connue, qui est la Core Graphics, qui est une sorte de petit carré comme ça, dans lequel on vient mettre donc des jeux sous format U-Card. La particularité de toutes les PC Engine, sachant qu'a priori les jeux sont compatibles avec toutes les consoles PC Engine. Voilà, effectivement, donc là on a notamment les jeux format carte de crédit. Je vais te laisser nous montrer ça, t'inquiète, je vais zoomer, vas-y. Fais comme chez toi. Montre-nous tout ça en détail. Fais-nous rêver. Alors du coup, le premier jeu donc... Donc le premier jeu, hop, voilà, je suis dedans. Ouais, ça sera plus facile de ce sens-là. Vas-y. Donc le premier jeu qui n'est autre que PC Kid, PC Game Key en original. Donc c'est en fait la mascotte de NEC. Donc il faut savoir que c'est une console à la base qui est faite en partenariat avec Hudson Soft, donc qui est plutôt connue notamment pour la série des Bomberman, mais qui a énormément développé pour cette machine, et voilà, qui a donné notamment la mascotte à la PC Engine. Donc PC Kid, on le présentait comme ça en Europe. Donc une série de 3 jeux de plateforme avec en fait un petit homme préhistorique qui se bat à coups de boule, donc gros dans ta face, en sautant, en défonçant dans tous les sens, à gauche à droite. Donc il mord, il grimpe les falaises avec les dents, enfin bon, c'est de la super plateforme, et surtout c'est un jeu qui est extrêmement beau pour l'époque, parce que la Core Graph, donc ça c'est un jeu Core Graphics à la base, donc qui était une 8-16 bits, il y avait un processeur central en 8 bits et un processeur graphique en 16 bits, et bah ça mettait du 10-0 à la NES et à la Master System. C'est-à-dire qu'on avait quasiment des graphistes type Super Nintendo, voire peut-être sur certains jeux presque plus beaux. C'était vraiment magique à l'époque. Tu peux nous montrer la U-Card un peu plus près? Bien sûr. Donc ouais, nickel. Donc voilà à quoi ressemblent les jeux sur PC Engine. Donc c'est vraiment des cartes de crédit, hein. Et vous allez voir, on a donc tous les jeux hormis un à ce form factor. Après il y a un jeu qui est un petit peu plus gros, et vous verrez qui est bombé et qui est le plus gros de la machine, et que vous allez tous connaître, tous déjà avoir vu. Et bah très très peut-être bon. Pas cette version là. Donc ça c'est un incontournable. Donc ça c'est un incontournable, jeu de plateforme magnifique, les graphismes c'est du cartoon, c'est du 16 bits,
accessible sans être trop dur, beaucoup d'animations rigolotes, des power-up voilà, qui vous transforment en travesti, en homme des cavernes qui crache le feu, enfin c'est juste n'importe quoi, des boss, des dragons qui sortent des volcans, les animations sont sublimes. C'est n'importe quoi, et donc en plus des 3 jeux de plateforme, ils ont fait un shoot 'em up avec en fait une variation de ce héros là, en fait qui a la même gueule mais un peu plus futuriste, et en fait c'est le bonhomme qui est le vaisseau du shoot 'em up. Voilà, et c'est un shoot 'em up complètement barré. À découvrir également. Et super découverte donc de ce premier jeu. Donc tu nous as ramené pas mal de pépites en plus. Ouais, je te fais un petit tour vite fait. Vas-y, je t'en prie, continue avec le second. Donc le second c'est un jeu de cœur, donc tout ce qu'il y a là c'est des jeux d'enfance, hormis un ou deux que j'ai réussi à récupérer en dead stock il n'y a pas si longtemps que ça. Donc un jeu qui m'a vraiment marqué, c'est Parodius. Bien avant qu'on ait les versions Super Nintendo. Saga très connue, oui. Jeu Konami. À peine sorti en arcade, on avait des conversions, alors je dirais pas parfaites, mais qui tiennent la dragée haute à la SNES sans aucun problème, avec du son de qualité, des sprites énormes, et tout ce qui faisait un petit peu l'attrait du mode 7 de la Super Nintendo, les zooms, les distorsions, ce genre de choses. Donc c'était magnifique. Tu nous montres un peu à quoi ressemble la U-Card ? Oui, bien sûr. Après... Comme je disais, elles ont toutes la même gueule. Alors ça, par exemple, c'était un jeu, je disais donc tout à l'heure, la Neo Geo était importée par Guillemot, et la PC Engine a été importée par Sodipeg, qui veut dire Société de distribution de la PC Engine, tout simplement, et ça nous permettait d'avoir de la PC Engine en version française, donc avec des adaptateurs français et non pas japonais, et avec les doubles notices ou les notices machines en français en plus. Et c'est ça que je voulais te parler, parce que j'ai remarqué un truc, je sais pas si c'est le cas pour tous les jeux, mais quelque chose que j'ai trouvé très cool aussi dans ces jeux PC Engine, c'est bien sûr les notices en couleur, donc c'est le cas pour la plupart, voire tous les jeux. Quasiment tous les jeux. Par contre, la notice... Tu peux nous la montrer ? La notice est très bien faite, par contre il n'y a jamais, ou très rarement, de couverture au CD. C'est-à-dire que quand tu regardes derrière, alors ça c'est une exception qui est confirmée à la règle, parce qu'il y a quelques images du jeu, donc on s'attend à ça en général quand on achète une boîte de jeu, et en fait quand vous prenez la plupart des boîtiers de jeu, par exemple PC Engine qui est la plus grosse vente, et c'est des boîtiers noirs comme ça derrière, vous n'avez pas une photo du jeu quand vous l'achetez. Donc à l'époque où il n'y a pas internet, il fallait attendre des tests de magazines pour savoir si ça C'était un peu random quand même. Hein. C'était ultra random, mais c'est pareil, comme ça s'adressait déjà à des gens qui voulaient du Jap, de l'import, des jeux arcade et compagnie, et c'est vrai que c'était une machine de puriste et les gens en général quand même se renseignaient. D'accord, très bien. Elle a l'air géniale ce Parodius. Moi j'ai vu qu'il y avait une version, il y a eu des versions 32 bits, Super NES, bref c'est un... Il y a eu plein de déclinaisons, les Exactement. Parodius, il y a eu plusieurs volets en arcade, je crois qu'il y en a eu 2 en arcade. Voilà, une saga un incontournable qui est sorti sur quasiment toutes les machines de l'époque, hein, voilà, donc c'est pas étonnant de la retrouver là, et vous verrez en fait la PC Engine, alors là il n'y a que 2 jeux de ce type là, mais c'est une machine qui est extrêmement réputée pour la qualité des shoot 'em up. Donc il y a parmi les meilleurs shoot 'em up de l'époque, de la vie de beaucoup de monde. Voilà, oui, donc fin 80, début 90. La série des Blade, qui est très très cotée. Ouais, c'est ça, hein, c'est fin 80, début 90 je crois. Oui c'est ça, ouais. Tout à fait. Ouais. Et prochain jeu alors un petit peu après. Ça marche. Un jeu, j'y joue encore avec mon fils. Ah, Bomberman connu de tous. Bomberman, donc... Sauf qu'il a des particularités celui-là, tu m'avais dit. Alors il a des particularités, alors déjà c'est le 3e volet, parce qu'il y a eu Bomberman, qui est le 91 si je dis pas de bêtises, le Bomberman 93 et là le Bomberman 94, donc il y a eu 3 volets qui sont sortis, donc un peu moins que sur Super Nintendo, par contre ils sont sortis avant, un tout petit peu après la version NES, et l'avantage en fait c'est que c'est le premier où vous avez des Yoshi qui apparaissent, donc selon les couleurs qui vous donnent des power-up, qui permettent de faire gicler des blocs, de sauter par-dessus des blocs, de renvoyer des bombes, de dasher, donc selon la couleur on pouvait faire des trucs de fou furieux. Ça j'y joue encore avec mon fils, et petit fun fact au passage, c'est le jeu qui est dans la console d'ailleurs, c'est que je vais vous le montrer. Si on parlait un petit peu hardware, la petite carte. Je les trouve très jolies moi ces cartes, c'est pour ça que je te demande de les sortir. C'est vraiment particulier, ouais. J'en avais déjà vu mais là j'en vois un maximum supplémentaire, enfin, j'ai beaucoup plus d'infos. C'est classe, ça a l'air résistant et tout. C'est ça. C'est vraiment bien fait. Quand tu regardes au dos, tu pouvais noter ton nom. Tu avais une ligne avec marqué name. On va regarder ça. Pour pas te faire chourer tes jeux à la récré. Ils avaient tout prévu. Ah, je vois ça, vous voyez name, effectivement. C'était vraiment bien pensé. Donc, petit point matériel vite fait, je sais pas si tu peux faire un... Bon, on finit avec les jeux.
Non, parce que je vais faire juste une petite transition 2 secondes. D'accord, Voilà. si tu veux. Alors on par continue rapport- avec le matériel de la PC Engine. Voilà, ce qui est caractéristique aussi de la PC Engine, c'est que c'est des machines en fait qui n'ont qu'un port manette dessus. Donc ça veut dire que dès que vous voulez jouer à deux, bah, vous êtes obligé d'investir dans un quintupleur avec plusieurs manettes. Donc c'est le cas de toutes les PC Engine ou c'est particulièrement celle-là? Exactement, c'est Toutes les PC Engine n'ont ça qu'un seul port manette. D'accord. Manette, ok, très bien. Y compris les... Alors, pas le dernier modèle, parce que la FX a 2 ports manettes, enfin, heureusement encore, mais jusqu'au dernier modèle de CD, parce que c'était les premières générations de machines à avoir des CD en update. Oui, donc bien avant Mega CD. Voilà, bien avant Mega CD et tout. Et même ces machines-là ont qu'un port manette. D'accord. Duo RX, C'est assez Duo R et compagnie. Assez surprenant comme choix. Ouais, voilà. Donc vous étiez obligé d'investir dans un quintupleur. Donc c'était avec des fiches qui on le voit bien. un peu à du cap Super VHS pour ceux qui connaissent. Voilà, et donc vous aviez une entrée, ça vous donnait 5 sorties. Donc les manettes qu'on avait de base, c'était du 2 boutons. C'était quasiment indispensable en fait pour jouer. Même qu'on voulait jouer à 2 en fait. Voilà, c'est ça, tout simplement. Mais bref, t'avais pas le choix. Ouais, voilà. Mais tu vois, t'as des consoles comme par exemple la 3DO. T'as qu'un port manette sur la console, et si tu veux jouer à 2, en fait, t'as une prise sur la manette. Donc tu connectes ta deuxième manette à ta première manette. Donc t'as des trucs qui sont encore plus cons que ça, je trouve. Voilà. Ils avaient pas tous les meilleures idées du monde, on va dire. Et l'avantage donc sur le Bomberman, c'est qu'on pouvait y jouer à 5. Donc c'était c'était le feu à l'époque, avant la version Saturn qui permettait de jouer à plus que ça. Une dizaine, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, jouer à 5, c'était pour l'époque, c'était vraiment... Et le pauvre qui se retrouvait au milieu des 4 autres, là, il se faisait démonter comme une porte de camping. C'était n'importe quoi. Il me semble bien que même les meilleurs jeux Electronic Arts, c'était 4 maximum. 5, c'est quand même assez exceptionnel, je trouve. Donc la manette, ce qu'on disait de base, c'est une manette 2 boutons relativement standard qui ressemble à la NES. Et donc toutes les manettes ont bénéficié d'un mode turbo. C'est ça qui m'avait surpris aussi. Les boutons 1 et 2 ont 2 niveaux de turbo. Donc arrêté niveau 1, niveau 2. Après ça reste de la manette très classique, mais c'est très pratique, notamment pour les shoot'em up. Ça évite de ruiner les manettes très rapidement. Voilà. Donc voilà, ça c'était les manettes standards avec quasiment toute la gamme des Core Graphics et des Super Graphics. Après il y avait eu des évolutions pour certains jeux avec des manettes 3 boutons. Donc on retrouve les turbos sur les 3 boutons. Voilà. Ouais, donc là cette fois-ci il y a une petite amélioration avec le bouton supplémentaire qui bénéficie donc lui aussi du mode turbo. Et puis la manette est c'est bien d'avoir ça de base quand même. Ouais, la manette est un peu plus large, donc pour les mains européennes c'est bien aussi quoi. Et pour finir, juste la dernière manette, parce que celle qui est branchée, qui va nous permettre d'aller arriver au prochain jeu. Avec le prochain jeu. Tout à fait. Merci. Donc c'est la U Avenue, je crois qu'elle s'appelle celle-là. Avenue Pad, excuse-moi, Avenue Pad 6. Donc qui est une manette 6 boutons pour jouer. Je vous donne Emile. Pour jouer le prochain jeu Street Fighter 2. Et voilà. Et qui est une version voilà, qui est extrêmement peu connue. Et c'est la seule version dans ma mémoire du Street Fighter 2 Prime. Donc celui où on pouvait choisir les 4 boss. Parce que moi c'est le jeu que je ponçais en arcade. Et notamment le fait de pouvoir choisir les boss, c'était... on pouvait le faire sur SNES, mais cette version est sortie avant ou après? Ah ça c'est sorti bien avant. C'est bien pour ça qu'il est collector. Bien avant. C'est ça. Ça, il est sorti très peu de temps, je crois, après Street Fighter 2, le premier sur Super Nintendo. Donc c'était le premier où on avait accès aux 4 boss, tout simplement. Exactement, la seule conversion du Prime. Après, on avait eu le Turbo, l'Hyper Fighting, qui a existé en arcade aussi. J'ai la PCB en original à la maison. Et après, ils avaient mis le Super Street Fighter 2, où tu avais 4 persos en plus, et le Super Street Fighter 2 X, qui est encore en tournoi actuellement. D'accord. Tu pouvais avoir Akuma en plus, et c'était le premier où t'avais les Furies. Ton t-shirt d'ailleurs, ton sweat, qui le représente. Donc c'est pas Blanca, c'est Akuma. Ouais, tout à fait. Garanti. Et donc, le très beau t-shirt. Conversion, elle est très peu connue, et elle est très bonne. Enfin, moi je sais que j'ai passé du temps de fou. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est le seul jeu de la collection qui est bombé. Donc, je sais pas si vous le verrez. Ouais. Un peu de. En fait, vous voyez que la cartouche là, enfin la carte, l'U-carte, elle est un peu plus, regardez. Elle est bombée, c'est comme s'il y avait une deuxième couche. Vous voyez là, elle est plus large. On le voit mieux comme ça, tout à fait. Alors que la plupart du temps, enfin même pour toutes les autres, c'est dans une seule, dans un seul bloc en fait. Vous avez pas le truc supérieur au-dessus là. Vous voyez. C'est juste une carte. Tout à fait, donc c'est par rapport à la taille de la cartouche qui donc faisait déjà 24 mégas de mémoire. D'accord. 20 mégas, en tout cas, c'était vraiment exceptionnel à l'époque. C'était exceptionnel et la conversion était extrêmement bonne.
dans le sens où on avait des graphismes au niveau des personnages qui étaient au moins au niveau de la Super Nintendo, mais je trouve avec une animation qui était meilleure, parce qu'il y a des frames, J'allais en parler, ouais. des frames que tu avais en arcade que tu n'avais pas sur la version Super Nintendo. L'animation, on est d'accord. L'animation était plus proche de la version arcade. C'est ça. Les persos étaient très beaux. Par contre, on perdait de la puissance et de la définition sur les graphismes, les décors surtout. Voilà, les arrière-plans, les décors. Ils ont préféré privilégier les sprites et l'animation, la puissance des coups, l'impact. Exactement, parce que c'est un bon choix parce que ça rend le jeu plus fun et plus fluide, je trouve aussi. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, donc pour une 8-16 bits à la base, alors celle-là c'est un peu particulier parce que c'est la Super Graphics, donc elle est sortie après la Core Graphics. Encore une fois, la Core Graphics 8, on vous la montrera après, oui. Et 16 on n'a pas encore bits, montré le matériel. Voilà, avec un nombre impressionnant de jeux, à savoir 5 sur ce support spécifique, mais compatible avec toute la ludothèque de la Core Graphics. 5 jeux à 4 chiffres, j'imagine. Ouais, qui commence à valoir un peu de thunes. Et le truc, donc, c'est que tu as eu la manette spéciale 6 boutons que pour ce jeu-là, donc les mecs ils investissaient à mort. Petite question, excuse-moi, j'ai vu que 3 boutons turbo sur la 6. Tu dois avoir que les 3 duos en fait. Ah, donc il n'y a pas 6 boutons turbo cette fois, mais c'est peut-être switchable. Même pas, t'en as 2. Donc t'as les 2 boutons. Ah, particularité, bah remontre-nous cette manette qui, voilà. Par contre, est spéciale Street Fighter 2. T'as le 1 et le 2 en turbo. Ouais, on voit ça. Parce que ça reste les touches classiques, donc si tu veux jouer un shoot 'em up et compagnie, tu gardes la possibilité. D'accord. Après, ils ont pas mis de turbo sur les autres boutons. Par contre, ce que t'as pas sur les autres manettes, c'est que t'as un slow motion. Ah, qui permet d'interpréter le jeu. Ah non, d'accord. Et donc il se ralentit pour les jeux que tu peux mettre sur Start. Tu peux faire ça dans certains jeux Mega Drive, non seulement Against Soldier. C'est assez rare aussi. Si tu te rappelles, t'avais des manettes Mega Drive et Super Nintendo qui faisaient la même chose. Mais c'était pas de base, parce que celle-là, je veux dire, j'ai l'impression que les manettes sont toutes conçues par le même développeur. Enfin, celui qui a. Enfin, c'est toujours Hudson qui crée toutes les manettes, j'ai l'impression. Bah, Hudson, c'est plus la partie logicielle. Ah, d'accord. Et c'est NEC qui est un fabricant informatique. Et c'est eux qui fait le hardware. Très bien. Voilà. Et donc, les 2, 3 et 6 boutons que tu nous as présentés, c'est toutes des manettes. C'est NEC. C'est du matériel NEC. Mais c'est ça, il n'y a pas trop d'autres éditeurs qui ont fait d'autres manettes. Parce que sur les autres consoles, c'était en général pas Sega qui faisait les premières. Non. Mais qu'ils ont fait les 6 boutons, les infrarouges, ouais, non, en fait. À ma connaissance, ça part en France. Je suis pas sûr que tu aies eu beaucoup de clones de manettes non officielles. D'accord. Après, je peux pas te garantir, mais moi je sais que j'ai déjà pas toutes les manettes. Puis bon, j'ai pas tout amené non plus. Mais t'as des manettes qui sont très rares. Pareil, t'avais des sticks d'arcade. T'avais des coussins qui te faisaient ressentir les vibrations. Ah, un peu comme l'activateur, si tu veux ça. Voilà, mais truc, c'est pareil, 10 ans avant. Et il y a une gamme de périphériques de fous furieux. Vous verrez, j'aurai 2-3 trucs à vous dire là-dessus après. Mais voilà, après, c'était vraiment du grand art sur une 8 bits d'avoir un jeu de cette qualité aussi jouable. Ah, je suis d'accord, je l'ai essayé avec toi tout à l'heure, j'ai été bluffé. C'est super jouable, t'as pas de latence, la manette est très bonne. Oui, et d'ailleurs, très bonne. Tu as oublié de parler d'un truc que j'ai remarqué, que tu étais plutôt d'accord, c'est que contrairement aux manettes NES et Master System, j'ai trouvé celle-là bien que rectangulaire, un petit peu plus bombée et arrondie, ce qui la rend beaucoup plus maniable, je trouve. Ouais, non, vous voyez les côtés là, vous voyez les bords. Bonne épaisseur aussi. C'est assez sympa qu'il s'est fait ça, quoi. Elle est bien en main en fait. Voilà. Les autres sur les côtés, tu vois. Les premières ressemblaient plus à des manettes de NES, un peu carrées, rectangulaires, effectivement. Qui, je trouve, ça fatigue. Ouais, c'est sûr. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. Et bah super pour ce jeu. Alors, autre chose à préciser. Juste pour terminer quand même dessus. Vas-y. Gros point. Tout à l'heure, j'ai parlé que c'était une famille, en fait, la NEC PC Engine. Donc il y en a une tartine et il y a eu une machine. Ça, c'est la mienne de l'époque. Donc ça alors là, c'est collector, les amis. Donc qui est la version relativement rare. Hein. Bah c'est pas introuvable. Mais j'en ai vu ce matin, pièce de musée en magasin. Voilà. Ouais, voilà, non, mais ça commence à devenir. C'est probablement la meilleure portable qui soit sortie à l'époque, tout simplement. Voilà, exactement. À l'époque, on était moi le premier sur Game Boy. J'ai eu ça un petit peu après, où on a carrément une console quasiment 16 bits dans la main. Avec un écran couleur, et c'est exactement le même jeu, c'est-à-dire que vous prenez votre U-card de votre console, même la plus grosse, vous la mettez derrière, et si ça veut bien, et ben vous avez votre petit Street Fighter 2 des familles qui se lance sur votre console portable en mode quasiment 16 bits. Vous avez même la musique, attendez, on va se rendre compte là. Si tu peux monter un peu le son, parce que la qualité sonore est pas dégueu, hein. C'est pas sérieux. C'est parfait. Ça reste une portable. Donc vous avez votre petit Street Fighter 2 en portable, tranquille. Bon alors, forcément, la console étant sortie avant, c'est qu'une 2 boutons.
Donc vous aurez pas L'écran est très propre aussi. Hein. Ouais, vous aurez pas les 6 boutons. Vous passez de point à pied avec Start comme sur certaines consoles Sega. Ouais, mais vous voyez, de prime Champion Edition, vous avez les 4 boss. Et bien avant la Mega Drive et bien avant la version Turbo sur Super Nintendo. Et vous jouiez avec ça dehors, avec tous les jeux que vous aviez sur votre console de salon. Sachant qu'on peut... La Switch de l'époque en fait. Et c'est ça, on peut aussi la brancher sur télé, j'allais y venir. C'est un truc de fou, cette console elle est aussi branchable, on peut jouer avec dehors et a priori on peut la brancher. Pas celle-là, parce que j'ai dû mal m'exprimer tout à l'heure. Ah d'accord. Donc celle-là en Petite fait, nuance alors. elle a possibilité de recevoir un tuner TV. Donc tu pouvais avoir la télé dessus. Ah Au d'accord. Japon, tu pouvais regarder la télé. Par contre, tu n'as pas de sortie Attends, vidéo. excuse-moi, tu vas nous remontrer ça. Excuse-moi. Oui, non, c'est Donc, moi sur qui ai le mal côté, zoomé. en fait, vous aviez un adaptateur ici avec une petite antenne qui venait. Voilà, là on voit qui mieux. vous permettait, vu que c'était un écran couleur NEC, parce que NEC c'était un grand fabricant informatique, donc notamment de lecteurs CD, c'est pour ça Et que de c'est vidéoprojecteurs aussi. Voilà, de plein de trucs, de PC complet. Tout à fait. NEC c'était du super matos à l'époque, et donc ils avaient développé un petit teneur TV qui venait se mettre là, et les Japonais, ils mettaient la TV dessus. Voilà, il y avait une prise casque en dessous, ils faisaient leur petite TV portable avec ça. Assez révolutionnaire déjà. Alors par contre c'était 6 piles et consommation. pas mieux que la Game Gear. Hein. Donc, voilà, il fallait se dépêcher de jouer. Mais voilà, et vous avez même les turbos dessus sur les touches. Vous avez la totale. Donc ça c'est vraiment une machine. Autant la Neo Geo c'était la Rolls-Royce des consoles de salon à l'époque, autant celle-là c'était la Rolls-Royce des portables. Voilà. Tu la mets au-dessus de la Lynx donc. Enfin, ouais, largement quand même. Au niveau de la Logitech. Mais t'es fou. Ouais. T'as fait tourner un jeu Lynx par rapport à un PC qui. Non, mais question quand même, subsidiaire, parce que pareil qu'elle avait des belles capacités. Ah non, mais parce que celle-là c'est. Il vous a pas dit, mais tout à l'heure sur PC Kit 2, il y a des sprites énormissimes qui font quasiment la taille de l'écran. C'est hyper coloré, hyper fluide, il n'y a pas un ralentissement. C'est une tuerie pour une 8 bits, c'est une folie. Hein. C'est une folie. Moi, ce que j'ai vu pour l'instant, ça m'a mis complètement bouche bée. Et alors, cet accessoire en plus, mais franchement, vous avez vu la qualité du matériel, déjà les idées qu'ils avaient à l'époque, le fait que tout soit compatible avec les consoles, la portable et tout, c'était franchement des très très bonnes idées qui ont été reprises par bien des gens par la suite. Tu vois, dans la boîte de Street Fighter 2, tu pouvais t'inscrire au fan club Street Fighter 2 au Japon. Oh là. Tu remplissais derrière ton nom, ton adresse et compagnie. Bah va savoir, elle existe peut-être encore. Hein. Peut-être. Faut tester. Hein. Ouais, tester. Je demande. J'ai envie moi de renvoyer comme ça des fois, vous savez, les anciennes annonces d'abonnement, de magazines, quoi. Tiens, allez. Et bah ouais, c'est vrai que moi ça va pas être la folie. Une pièce d'histoire, ce Street Fighter 2, comme vous l'avez entendu. Assez méconnu. C'est un peu comme la version Super Street Fighter 2 Turbo sur 3DO. C'est la seule conversion du Turbo qu'il y a eu, qui est plutôt bonne. T'as une manette spéciale pour, et tout, un peu la même chose. Et c'est un des rares bons jeux de la console sur la 3DO. Mais c'est pareil, c'est la seule adaptation du Super Street Fighter 2 X Turbo. Je sais pas comment vous l'appelez. Et il n'y a que cette console-là qu'il a, et il est de très très bonne facture. On continue. On continue, vas-y, avec le petit spécial. Chaud. Alors là, ça c'est le shoot où vous avez entendu l'OST tout à l'heure, vas-y. Je sais pas si je peux la remettre. Vas-y, avec plaisir. Un petit peu. Avec complètement rien que la chanson d'intro, si j'arrive. Ah ouais, je sais pas où est ta souris. Ah, attends, Ouais, c'est pas grave. Vas-y. On va Technicien, il faut du son. Parce que c'est vrai que moi, l'OST, j'ai changé un peu au passage. C'est comme chez toi, on est Et les gars, on fait pas semblant, on vit la passion du jeu vidéo, on est là pour vous montrer des pièces de collection et surtout des jeux qu'on a surkiffé, des jeux à découvrir que je découvre aussi avec vous, auxquels j'ai joué avant de faire cette vidéo, bref. Nous on est en bon mode. Donc écoutez l'OST de ce jeu, parce que c'est le prochain sur la liste, et je crois que c'est la bave graphique la plus grande que j'ai eue sur PC Engine, de ce que m'a montré l'ami Jason. Franchement, alors là ce shoot, Soldier Blade, vas-y mon pote. Voilà, moi j'irai pas jusqu'à dire que c'est la plus grosse claque, parce que ça reste un shoot. Non mais moi je redécouvre les jeux de cette console. Non mais au niveau graphique, après... pour un shoot'em up de 8-16 bits. Non mais il est au niveau de shoot'em up 16 bits, y a pas de souci. Ah, il est après nickel, ça reste un shoot'em up très classique dans la réalisation. Par contre, il a un rythme de fou. Il a pas beaucoup d'armes, il a 3 armes différentes, voilà, qui sont visuellement assez sympas. Par contre, il y a une ambiance, il y a une bande sonore de fou furieux. Il y a beaucoup d'effets sonores en fait, où c'est des digits vocaux, alerte, enfin, c'est vraiment super sympa. T'as les ennemis, les boss qui parlent et tout, donc c'est super sympa. Et donc ça, c'est une série de shoot'em up qui s'appelle les Blade. Donc moi, le seul que j'ai eu à l'époque et qui commence à coûter un bras, c'est le Soldier Blade. Donc les autres, j'y ai pas joué parce que je les avais pas à l'époque.
mais je crois qu'il y a 2 autres jeux de la série Blade. J'ai dû en retrouver un en occasion il y a 1 ou 2 ans, mais j'avoue je l'ai pas fait tourner plus que ça. Donc ça c'est une super claque, j'adore ce jeu. Bah, et sur la portable, c'est royal, un shoot 'em up de fou. C'est le jeu auquel je me suis le plus amusé. Tu sais qui l'a réalisé? Hudson encore? C'est Hudson, ça il me semble. Tu vois, c'est ouais, je crois, c'est bien ce que j'avais vu. Voilà. Qui était responsable. Attends, on va zoomer. On le voit bien écrit en dessous normalement. Ouais, voilà, on voit le logo. En tout cas, c'est probablement le jeu que j'ai essayé qui m'a le plus bluffé sur cette console qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc, vraiment grand shoot 'em up que je vous recommande à tous. Si vous avez entendu derrière, l'OST est tiré du jeu. Donc voilà. tu vois, il y a beaucoup de grands jeux qui sont de cette sorte. Bon, il y avait Konami, là, le Parodius par exemple, c'est Konami, il y a eu tout un tas de très bons jeux. Notamment, il y a eu, alors plus sur support CD, un Castlevania qui est très coté, le Dracula X. Vous m'excuserez, j'ai plus le nom japonais, c'est Rondo. Of Blood, c'est pas ça? Ouais, ah non, je crois que c'est. Enfin, qui est sorti vous sur, nous direz dans les commentaires si vous le retrouvez, je suis pas gros spécialiste non plus. C'est ça, donc Akuma X en original, et qui est ultra coté. Il y a même des copies qui circulent, tellement c'est un jeu qui est demandé, qui est ressorti après en version un petit peu édulcorée sur Super Nintendo, avec le Blood quelque chose, je sais plus. Castlevania. Il y en a un qui s'appelle Rondo of Blood, mais je me souviens plus le support. Je sais plus. C'est certain. Et en fait, c'est quasiment le même jeu, mais vu que tu étais sur support CD, tu avais tout un tas de dessins animés, de séries animées que tu avais plus sur la version Super Nintendo. Qui pouvaient pas se permettre à cause de la taille des cartouches. En ambiance, c'était une claque, une fessée directe. Bon bah voilà. Sinon, il y a un autre jeu qui m'a intéressé là, qu'on n'a pas l'occasion d'essayer, mais peut-être, c'est le K2000 spécial. Ouais, je vais te montrer. Alors, comment il s'appelle d'ailleurs? C'est pas son nom. Alors, si, c'est Knight Rider. Knight Rider, attends, il est pas dans la liste, je crois. Vois, si, il est derrière. Mais juste, tu vois, pour te montrer que on finit. Les jeux, c'est que du Sunsoft. Tu vois, Bomberman, Sunsoft. Le Soldier Blade, c'est de Sunsoft. Le PC Kid, la Maskit, c'est du Sunsoft. Donc, c'était un éditeur qui est extrêmement engagé, au même titre que Nintendo sur ses machines, quoi. Et il y avait du développeur Capcom, Konami et compagnie. Donc après, on tombe sur 2 derniers clins d'œil. Ça, j'ai récupéré ça en version import française, donc du Sodipeng, 9 Desktop il y a pas si longtemps, c'était l'année dernière. Donc on a récupéré des jeux d'import, 9, voilà. Avec notamment, on récupère la fameuse double notice, un peu comme ce que faisait Guillemot avec la Neo Geo. Donc là, c'était Sodipeng qui faisait la notice française sur un petit bout de papier qui rajoutait. Attends, tu peux nous le rajouter, tu peux nous le rapprocher un peu? Ouais, bien sûr. Parce que ça, c'est assez intéressant, les doubles notices, j'aime bien ce concept. Je te remercie, qu'on voit un peu mieux de quoi il s'agit. Donc celle-là est en anglais, mais c'est déjà beaucoup mieux que le Jap, quoi. C'est en anglais, j'ai même pas fait gaffe. Voilà. Non, description de jeu. Ah non, c'est ça, c'est bien. Non, parce que c'est le titre. Ah d'accord, le titre est en anglais. Ouais, non, mais vous voyez, quand j'ai essayé de zoomer un peu plus, qu'on voit mieux, les écriteaux bougent pas. Effectivement, c'est en français. Donc à l'époque, ils étaient obligés pour importer de faire des notices françaises, ils n'avaient pas le choix. Quelques indications et tout, ouais, on voit bien, c'est cool, c'est parfait. Là, surtout que c'était pas des jeux en anglais. Bah, ils faisaient l'effort au moins, quoi, c'est sympa. C'est une bonne initiative, je trouve. Et tu vois, une chose que tu trouves rarement, c'est dans les jeux neufs, en fait, t'avais toujours une petite cale en mousse comme ça, dans les jeux, pour éviter que la U-card, elle se balade, que c'est des boîtiers format CD, et selon l'épaisseur de la notice, et la U-card n'était pas plus ou moins calée en fait dans le boîtier, donc il rajoutait cette petite cale en mousse dedans pour éviter que ça soit abîmé. Donc quand vous arrivez à avoir des jeux complets, vous avez cette petite cale en mousse systématiquement avec. Et quand vous avez de l'import, vous avez la double notice. Donc un jeu K2000, c'est assez rare pour être signalé. Parce que bon, il y a eu des jeux sur PS2. C'est son vrai nom ou c'est Knight Rider, c'est le titre original. K2000 c'est en France, mais bon, c'est la série que tout le monde connaît, enfin tous les gens de mon âge en tout cas. Knight Rider Special. Donc ça c'est un jeu à la Outrun en fait, où on peut quand même tirer. Donc K2000 a des mitraillettes, quitte à des mitraillettes, ça faut le savoir. Du GT avant l'heure quelque part. Ah, c'est à peu près ça. Super, vas-y. Non, mais c'est nickel, tu nous montres ta passion et surtout ta culture, ça me fait plaisir et vous la faire découvrir et d'en apprendre davantage sur cette console et ces jeux. Donc c'est génial. C'est déjà le dernier jeu d'ailleurs, après ce qu'il y a 2000. Voilà, parce que j'ai pas ramené 50 millions de trucs. Alors, si j'ai ramené 50 millions de trucs, parce que un petit mot de hardware quand même. Il y a des linkers qui existent, qui coûtent rien, donc avec une SD card.
qui vous permettent du coup de passer toute la ludothèque PC Engine, donc Core Graph et Super Graphics, parce que ce qu'on a dit tout à l'heure, la Super Graphics c'est la 16 bits. Ah oui, et en fait, on va s'attarder dessus après. Hein. Il n'y a eu que 5 jeux officiels de sortie qui utilisent les 16 bits. Par contre, elle est compatible avec tous les anciens jeux Core Graphics. On peut tout à fait mettre un linker et tous les jeux qu'on a vus tout à l'heure là-dessus. Et bien évidemment, ce linker, il va également sur la version portable. Donc vous pouvez emmener toute la ludothèque PC Engine, parce qu'elle est sortie aux USA aussi, donc il y a eu des titres traduits, notamment les PC Kids qui sont devenus les BC Kids. Enfin bon, on a accès à pas mal de jeux américanisés, mais voilà, là vous avez le full set Jap, américain, directement sur la portable. Et ça c'est priceless. Ça c'est une putain d'aubaine. Ça c'est une tuerie et ça coûte rien, ça coûte 40 balles je crois. Bon, faut investir dans la console. Donc vous investissez une console et puis vous mettez ça au cul et vous avez accès à toute la ludothèque sans vous prendre la tête. Donc ça c'est juste... que demande le peuple? C'est juste magique. À la tienne Étienne. Je t'en prie, c'est cool. Et donc alors dernier jeu après ce Knight Rider à cette petite spéciale carte turbo avant de passer à la console elle-même et les accessoires. C'est un jeu qui a de l'actualité et qui en plus je pense j'espère fera plaisir aux gens de mon époque. C'est que tout simplement c'est une des rares machines, ou à ma connaissance la seule machine, mais j'ai pas cherché plus que ça, où il y a un jeu en fait Nicky Larson, City Hunter, qui est plutôt pas mal. Alors après il y a une partie de recherche en japonais. Je crois qu'il y a eu d'autres jeux City Hunter, mais pas mal, c'est une autre histoire. Honnêtement je sais pas, moi c'est le seul que je connais. Et sur cette machine, est-ce qu'il est bien déjà? Parce que celui-là on n'a pas eu l'occasion d'essayer. Après le truc c'est que tu as ce que je te dis, une partie recherche en japonais où tu dois retrouver des filles qui sont dans des entrepôts, des conneries comme ça, dans des bureaux, pour les sauver. Et comme ça cause en japonais, je pense que tu dois avoir un système d'astuces pour trouver où est vraiment la fille que tu cherches. Et ça, malheureusement, il n'a pas été traduit en américain. Donc, il faudrait soit le faire avec intelligence artificielle à la volée pour traduire les dialogues, ou je pense qu'il y a peut-être un hack. Il y a peut-être un hack, effectivement, de quelqu'un qui l'a traduit. Avec une traduction. Et bénéficie-t-il de sa double notice lui aussi? Alors lui, non, parce que c'est une version 100% japonaise. D'accord. Donc il avait été acheté en import. Ok. Et toujours avec la petite mousse, voilà. La petite lucarne, toujours pareil, qui va bien. Avec de belles illustrations, donc ça fait plaisir. Voilà, j'adore ces cartouches de... Ouais, j'avoue. Je m'en lasse pas non plus. Alors quand t'as une cartouche Neo Geo à côté... Ah, c'est une cassette vidéo ou une cartouche Neo Geo? C'est ça, là c'est la vieille VHS encore. Donc c'était plutôt pas mal. Et après notamment sur support CD, parce que c'est une machine qui a eu donc des versions avec lecteur CD intégré, donc U-Card lecteur CD, et il y a eu des versions où on pouvait mettre à niveau ces consoles, donc un peu comme le Mega CD, on peut le rajouter le Mega Drive. Là selon la version de la console de base que vous avez, Core Graphics, Super Graphics, les différentes versions de tout ça, et vous pouvez adjoindre des add-ons CD, donc qui vous permettent de lire de la musique et de jouer donc au premier jeu console CD-ROM. Cobdel qui était un gros fabricant d'informatique qui faisait beaucoup de lecteurs CD, donc ils avaient la technologie. Et sur support CD, il y a eu deux choses importantes entre guillemets à retenir. C'est que d'une part, il y a eu énormément de jeux à licence qui sont sortis sur support CD, parce que ce qu'on disait par exemple, il y a du jeu Ranma Me qui est sorti, donc du jeu de baston. Beaucoup de Japanimation sur PS Engine. Donc. Alors ça restait du Street Fighter-like, par contre c'était avec plein de phases de dessin animé qui souvent étaient originales. Et tu avais grâce au support CD-ROM que tu n'avais pas en cartouche. Tout à fait. Donc tu as eu un jeu Cobra, tu as eu un ou deux jeux Robotech. Ça, je les ai ramenés au Japon, des trucs de fou. Tu as eu en CD aussi Cobra. Il n'y a pas eu beaucoup de jeux de Cobra. Parce que tu l'as cité déjà, mais il mérite d'être deux fois cité parce qu'il est deux fois plus rare. Excuse-moi, je parlais de Ranma. Le premier c'était Ranma Me. Mais oui, mais Cobra, de toute façon, c'est une licence. C'est clair que j'ai pas vu beaucoup de jeux de mémoire sur même les supports existants. Il y a peut-être sur PS2, il y a eu tellement de jeux que ça m'étonnerait pas qu'il y en ait un qui soit sorti. C'est possible. C'est, je crois, que la console qui possède le plus de jeux. Mais à part ça, vous nous direz dans les commentaires si vous connaissez beaucoup de jeux Cobra, parce que donc il y en a un sur cette superbe machine. Voilà, sur CD-ROM. Et c'est quand même relativement rare. C'est relativement rare. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a une actualité. Je disais que c'est un jeu qui a une actualité. C'est que donc Cobra a eu un jeu Microïd qui est sorti là récemment et qui apparemment est une grosse merde. Alors je l'ai pas testé, mais
c'est du Microïd, Goldorak et compagnie, donc je me fais pas trop d'illusions, et puis les retours que j'ai eu étaient pas bons. Mais voilà, ils ont sorti un jeu Cobra sur Switch, PS4, PS5, Xbox et compagnie. Voilà, donc par contre avec un jeu original entre guillemets. Et l'actualité de celui-ci, c'est qu'il a été annoncé il y a 1 ou 2 semaines, j'ai vu passer ça sur Facebook, où ils vont en fait rééditer ce jeu-là sur PlayStation 5, etc. Et en fait, ça sera juste ce jeu PC Engine qui a 12 millions d'années. Voilà, et ça va être juste un émulateur avec une roue. Mais il n'y a tellement pas de jeux Nicky Larson qu'ils vont faire. Ah bah c'est sûr, et puis il y a une grosse fanbase par contre. C'est une série qui a marqué bien des jeunes. Et s'il est traduit, ça peut apporter un plus, parce qu'en japonais, il est infaisable sans traduction. Donc voilà. Et oui, à cause des phases de recherche entièrement de Jap, c'est compliqué. Tu vois, c'est une machine qui était bien soutenue. Tu vois, t'avais du Konami, du Hudson Soft, du Capcom. Du Sunsoft aussi. Sunsoft qui a fait des bons jeux. Donc il y a eu tout un tas de gros éditeurs tiers qui ont développé sur cette machine. Et ça a été un très bon succès au Japon. Très peu en Europe, parce qu'il y avait très peu d'imports. Et voilà, mis à part en région parisienne et dans les boutiques spécialisées, on n'en trouvait pas. Mais moi je sais que c'est une de mes machines de cœur. Et il y a tellement de variantes de la console qu'il y a toujours des petits modèles un peu exotiques, en plus de ceux de série qui sont déjà pas forcément faciles à trouver. Mais c'est des machines qui sont robustes, qui en général vieillissent bien, mis à part certains modèles CD. Et notamment voilà, une machine japonaise non modifiée, et avec un petit accessoire pour avoir une sortie vidéo, câble de Mega Drive 2, donc un RGB Péritel. On va y venir, je vais vous montrer tout ça. Facile. Et alimentation secteur, il n'y a même pas besoin d'avoir un adaptateur jack 110 volts, 220 volts. Il y a des sociétés qui vendent des adaptateurs déjà tout prêts en 220 volts. Comme celui-ci. Voilà, la console. Alors ça, c'est pas l'adaptateur secteur. Non, c'est un autre adaptateur. Ça, c'est un autre adaptateur vidéo qui s'appelle un OSSC. Et ça, c'est vraiment ultime, vous voyez. Pour brancher les vieilles consoles Péritel en HDMI. J'ai découvert cet objet, et je suis déjà fan. Et pour appliquer des filtres, des skylines, des remises à l'échelle, pas mal de choses. Donc c'est un objet très utile, c'est une télécommande pour le piloter à distance. Donc on peut y passer des heures à faire des réglages, alors meilleure qualité pour chacune de ces consoles, voilà. Et donc c'est une machine qui prend du 110 volts comme du 220 volts, sans adaptateur, sans rien. On change le bloc d'alimentation et c'est tout, quoi. Donc elles sont vraiment incroyables, quoi. Ouais, non, ça c'est bien, ça a l'air beaucoup plus durable dans le temps, par exemple la portable qu'une Game Gear ou quoi. Et ouais, regardez, alors donc la super Graph FX, là je vais vous la zoomer, on va vous la montrer, enfin la bête, la machine qui fait tourner toutes ces U-cards de folie. Et voilà, donc c'est un des modèles, ce n'est pas le seul, mais c'est un des plus réussis. Et il est vraiment très bon, donc la carte s'insère ici, voilà, vous mettez on là, et on démarre. Et donc nous on l'a branché sur un écran standard. Malheureusement pas catholique, mais grâce à l'appareil qu'on vous a montré, on peut avoir un rendu visuel plus que correct. Et franchement, très belle machine. Sérieux, mais moi je l'ai eu dans les mains. On voit que c'est du solide, que c'est du bien fait. Bref, on sent que ça va durer. C'est pas du toc de merde, quoi. On sent que. Il savait faire du hardware, quoi. Il savait faire du hardware, voilà, il y avait une vraie culture à l'époque de la durabilité qu'il n'y a plus aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne pensait pas à obsolescence programmée ou quoi, on voulait que les joueurs jouent le plus longtemps possible, ça se ressent quand on prend cette console. Il ne faut pas oublier que c'est fabricant japonais de matériel informatique haut de gamme, donc ils sont pas sur le matériel. Les mecs, ils sont super bons, quoi. Non mais carrément. Et merci de nous avoir présenté tous ces objets, Jason. C'était incroyable parce que franchement, mais une super graphics au ghetto, les amis. Le petit port manette. Mais check this out. Voilà. Franchement. Le petit port manette. Attends, on vous montre tout ça. Ouais, voilà. Là où il faut mettre le quintupleur. Donc il n'y en a qu'un seul, comme on vous l'a dit. Exactement. On peut jouer qu'un, sauf avec le quintupleur derrière. Et voilà. Et donc ça, c'est un petit accessoire que vous trouvez sur AliExpress. Donc il vous permet de faire une sortie RGB avec un câble Péritel de Mega Drive 2. Donc très classique, et cet adaptateur en fait il vient dans ce port que vous avez sur quasiment toutes les consoles et qui vous permet notamment de mettre l'extension CD-ROM. Donc là vous pouvez avec un petit adaptateur à 10-15 balles avoir très facilement une sortie RGB sur du matériel japonais qui va sur quasiment toutes les consoles de la gamme en U-card, donc plutôt bien. Dès que vous passez au CD, vous avez d'autres types de sorties. C'est franchement du très bon matériel.
c'est Moi, de la balle. ça donne envie d'investir malgré le prix des jeux qui est quand même assez prohibitif. Hein. Il y en a très peu en dessous de 50 ou 100 balles, je crois, hein, pour les meilleurs, hein, je parle. Et voilà, Ou alors il faut investir dans la petite carte que tu nous as montrée, Priceless. Everdrive, ça marche toujours. Ça, si vous voulez jouer aux jeux d'origine. Et après, si tu veux vraiment te faire Bon peur, investissement. les jeux les plus chers, c'est les 5 qui sont sortis en exclusivité Oui, sur comme tu nous en parlais tout à l'heure. Notamment, donc Daikaimura, c'est la version, la meilleure version console De Golden Ghost. de Donc, Golden Ghost. oh, Voilà. ça dépend, mais elle est très bonne. Qui est sortie bien avant celle sur Super Nintendo, qui après était meilleure. Ah, encore une fois, c'était même c'était- celle de Mega Drive et Super Nintendo sont sorties C'était plus tard. après, ouais, tout à fait. Donc ça, c'est des jeux que tu avais très rapidement après l'arcade. Et qui étaient très proches, Et que enfin, tu avais les meilleurs quoi. Voilà, qui étaient plutôt en face de la NES. Ah ouais, donc T'avais ça pas faisait la mal. Mega Drive, t'avais pas la Super Nintendo. Donc Bah, t'avais- ça a t'avais explosé la NES et la Master Ah, System. mais ça quoi. mettait 100 0. Ça Ça mettait met- 100 0. Ça mettait. Un PC Kit 2 par rapport à Ça Mario mettait Bros, 27 pénales touches et 28 essais. Hein. C'est mort de chez mort. Complètement. Donc voilà, petite série de machines que j'aime beaucoup. Et bah, merci pour ta passion, ton partage, mon ami. Manger de la PC Engine. Manger de la PC Engine. Voilà. Franchement, une console vraiment excellente, surtout Sur donc tablette. pour les shoot'em up, pour les fans d'action, de RPG, je crois, mais Il y a par contre, il faut beaucoup de comprendre le RPG, ton. mais en japonais. Voilà. Avec des grands Et, noms sur CD, les YS, pas mal de choses comme ça. Les Aventures Island, il y a beaucoup de RPG. Les Japonais, Ouais, ils ouais, adorent ça me semblait bien. Et dernière question, est-ce que tu te souviens de la disparition de NEC en tant que fabricant de console? Je crois que c'est l'apparition de la Saturn de la PlayStation, c'est plutôt vers cette ère-là. Alors, Ou un leur peu après, dernière, je sais en fait, plus exactement. leur plan générationnel, donc tu avais la Core Graphics en face de la NES, tu avais la Super Graphics en face de la Super Nintendo, Neo Geo, Mega Drive. Après, donc ils ont commencé à sortir des add-ons en CD qui apportaient pas de plus de puissance que celle-là, mais tu pouvais avoir en fait un combo avec des arcade cards. Donc où tu mettais en fait, un peu comme sur la Saturn, une extension de RAM. Excellent ça. Et après tu mettais ton jeu sur CD, et c'est ce que je voulais dire dans les 2 points de tout à l'heure, c'est que le deuxième point, c'est que c'est la machine en CD où tu as eu les meilleures conversions de jeux Neo Geo, parce que ça tournait avec l'arcade card qui boostait les performances au D'accord, niveau très mémoire, et tu avais le jeu sur CD, donc qui pouvait digérer tous les sprites Neo Geo, contrairement aux versions Super Nintendo qui étaient sur des cartouches beaucoup plus faibles. Donc il y a des conversions Fatal Fury 2, Fatal Fury Special, Art of Fighting, World Heroes et compagnie. Les jeux cultes de la Neo Gros Geo. jeux Neo Geo. Voilà. En baston. Samurai Shodown peut-être. Samurai Shodown, non, tu l'as eu sur 3DO. D'accord. Tu l'as pas eu. Par contre, t'avais Fatal Fury, peut-être pas les King of Fighters non plus. Non, c'est sorti après. Mais t'avais l'Art T'as Fighting, eu t'as eu Fatal Fury 2, Fatal Fury Special, parce que je les ai à la maison. Le premier Art of Fighting, le World Heroes, je sais plus si c'est le 1, le 2 ou juste le 2. Mais voilà, c'était les gros jeux, et moi je me rappelle, j'avais les versions Super Famicom d'Art of Fighting. J'aurais connu ça en face, j'aurais été fou. Hein. Ah non mais. En plus, c'était sur CD, donc les jeux étaient Super pas matos. trop chers, contrairement à la Neo Geo où tu planquais 1500 francs tes cartouches. Ah oui, Donc bien c'était sûr. plutôt cool. À l'époque, oui, on s'est retrouvé au niveau prix, Ouais. c'est plutôt avec les années que malheureusement aujourd'hui ça coûte une blinde, le C'est moins ça. de très bons jeux sur cette console. C'est souvent 3 chiffres, je crois, hein, donc bon, Ouais, bah, tu, c'est comme peux, ça. tu peux trouver un peu moins cher. Pour les Et- meilleurs jeux, je parle. Hein. Voilà. Et donc Mais bon, oui. pour terminer de te répondre, donc il y a eu la Super Graphics. Après il y a des versions CD donc qui venaient se rajouter. T'en as même une en forme de mallette, la IFU on appelle ça, où t'as la Core Graphics qui est un petit carré comme ça, donc celle d'avant, qui vient joindre un petit lecteur CD, donc dans une valise. D'accord. T'as un couvercle et puis t'as une poignée, tu peux la transporter où tu veux, c'est façon attaché caisse. Après t'as des versions, notamment les Duo R, Duo RX, qui intègrent en fait le lecteur du card et le CD-ROM dans une même machine, avec des petites variations à la Façon fois. méga CD, enfin Voilà, donc ça manière, quoi. c'est équivalent à ça en fin de vie méga CD on va dire. T'es vers quelle année à cette époque, si tu te souviens? Ouais, je Fin dirais. 90, mi-90, Oh, ouais, mi-90 je dirais. J'essaie de m'enseigner. Je verrais ça peut-être 94, 95 par là. D'accord. Et après, donc la dernière machine qu'ils ont fait, c'est une machine qui s'appelle la NEC PC FX, FX, qui était une machine uniquement CD 32 bits. Donc c'est la première 32 bits qu'ils faisaient. Par contre, qui n'est sortie qu'au Japon. Et majoritairement, c'était des jeux, donc encore une fois sur support CD, avec beaucoup de QTE et des séances vidéo, et beaucoup de jeux, comment dirais-je, en fait, pas de drama japonais, mais tu sais, en fait, les Ouais, jeux, d'interaction, genre voilà, des- d'intrigue, de géopolitique, de machin, des jeux des de guerre. cinéfilms plus ou moins, enfin en tout cas des... C'est du jeu de QTE rôle, avant l'heure ou... Ouais,
Enfin, chaque genre de jeu où, où tout est petit jeu. digitalisé, et puis... Voilà, et puis t'as le jeu de rôle, tu choisis ta réponse en 3 ou 4 réponses, et puis ça te change le déroulé du jeu. Donc t'as beaucoup de jeux comme ça, t'as très peu de jeux qui sont jouables, entre guillemets, pas comme un casual, un jeu de plateforme et tout. Ce qui est remarquable, c'est qu'il y a eu un jeu qui s'appelle Battle Hit, qui est un des seuls jeux de baston corrects de la machine, et pareil, c'est un jeu qui est filmé, c'est de l'animation, alors excuse-moi, c'est pas filmé, c'est de l'animation, et bah, selon les QTE que tu fais en combat, bah, ça t'enchaîne les coups et ça te fait tes rounds comme ça. Donc c'est plus du sprite, c'est de la vidéo, et selon les actions que tu fais, bah, ça te déclenche d'autres vidéos, et ton round de combat il est comme ça en fait, et tu vois ta barre de vie qui baisse, etc. Donc t'as ça, et après un jeu que j'aime bien, que j'avais récupéré, c'est un jeu sur Chéri Miel, pareil, qui est une licence qu'est-ce que tu me racontes là, attention. Tu connais Gonagai, le papa de Goldorak? Ah non, mais tu et veux bah dire plus, voilà, Goldorak c'est mon époque, les robots géants, je suis un peu plus culture school évidemment. Donc tu vois le robot géant avec les cornes jaunes là, oui bien sûr, bah, figure au point, quand même. Oui, un minimum. Tant mieux, tu me rassures. Donc le père de ça il s'appelle Gonagai, et il a fait donc d'autres séries, les Mazinger, etc., qui sont d'autres robots géants. Et ils ont fait donc, il a fait une série qui s'appelait Cut Honey, et qui en France portait le nom de Chéri Miel, et qui était diffusée, je sais plus si c'était au Club Dorothée, au Créa 2, et c'était une héroïne donc qui changeait et qui se transformait avec un truc de gymnastique. Et pourquoi elle avait des gros seins? C'est pour ça que tu me dis ça. Un putain de décolleté là, elle avait des Robert comme ça à 10 ans. C'était surtout génial, tu pouvais faire. C'est exactement ça. C'était même en 2D, t'as l'impression que la jaquette elle est en 3D. Et donc ils ont fait un jeu Chéri Miel sur cette, en vrai, sur cette console. Les choses qu'on peut montrer ici. Et pareil comme le City Hunter, je suis pas sûr qu'il y ait eu d'autres jeux Chéri Miel sur une autre console à l'époque. Non plus. Même la Playdia et compagnie qui était un peu le même style. Bon bah culte Chéri Miel, vous avez entendu les gars? Non mais allez voir les boobs. Fucking Chéri Miel mon pote. CHE2RY qui est miel comme le miel. Bon bah voilà, on pouvait pas mieux finir. Bah toujours finir sur des boobs. Impeccable. Skull for Skull. Bonjour. PC Engine Rules, franchement putain de machine. Essayez si vous avez la possibilité. Même une petite core graphique, franchement ça vaut pas très cher dans une collection. En boîte ça va se trouver les maxi à 200 balles et en loose à 100-120. Il y a des jeux qui sont encore à la fois trouvables parce qu'il y a quand même eu un peu de quantité à un moment. Donc les gros jeux, vous pouvez les trouver à un prix encore assez attractif. Et ce qui se passe, c'est qu'on a souvent beaucoup de dead stock aussi qui reviennent, d'où le K2000. Là, j'avais rentré 6 ou 7 jeux neufs, version française, qui ont été retrouvés il y a, c'était l'année dernière, je crois. Donc ça, et ça, sur les forums Facebook, ça part un business. J'ai retrouvé par exemple en français le premier PC Kid. Impeccable. En version française, neuve. Dead stock. Le jeu il coûte une blinde atomique. Bah justement je voulais te demander, est-ce que tu as des forums à conseiller, des endroits qui parlent PC Engine ou éventuellement autre chose, des sites d'émulation si vous avez tout simplement pas les moyens, parce que bon malgré tout c'est un petit chiffre. Qu'en penses-tu? Faut pas dire ça. Bah, de toute façon, pour être curieux et bien s'amuser, parce qu'il y a beaucoup de jeux qui sont quand même un joueur sur la console, on va pas se le cacher, voilà. Bon après il y a beaucoup de jeux de joueurs, mais majoritairement c'est plutôt du un joueur de façon générale. Tiens, petite question, mais j'ai la réponse, mais on sait jamais. Ils auraient pu peut-être faire 2 PC Engine, excuse-moi, pour Bomberman, avec on relie les consoles. Et non, ça il y avait pas de... Tu vois, je m'en doutais, excuse-moi, je te posais juste la question avant de l'oublier. Il n'y a pas de port, il y a le port d'extension pour le sortie vidéo et le CD. Ouais, c'est ça, vous avez le port d'extension, vous avez le port manette, le port d'alimentation et l'ancien port vidéo qui est là, bon, qui ne sert plus puisque j'avais mis la sortie derrière. Mais il n'y a pas d'autre port en fait d'extension, de trappe ou quoi que ce soit. Donc voilà, tout se concentrait surtout à l'arrière avec le gros port. Donc oui, ok. C'est pas une insulte. Tu voulais finir donc éventuellement pour les sites? Je sais pas, tu m'as coupé. Ouais, oui, non, ce que je disais de façon globale, de toute façon, soyez curieux, mettez-vous un émulateur, ça tourne sur un grille-pain, donc ça n'a pas beaucoup de puissance, vous pouvez vous faire un full set. Et t'as pas un nom de manière. C'est ça que je te demandais? De mémoire, non, moi je suis membre de certains groupes NEC sur Facebook. En même temps, t'as tout en vrai déjà. Voilà, bon, j'ai quand même, parce que j'ai eu la chance de pouvoir garder une grande partie de ce que j'avais étant jeune. C'est une des rares machines que j'avais pas revendues, notamment la PC GT, c'est la mienne d'enfance. Et après, étant allé au Japon plusieurs fois, étant une machine qui est
beaucoup présente au Japon, beaucoup plus qu'en Europe, bah, j'ai quand même réussi à trouver pas mal de trucs de manière sympathique, notamment bah, les versions Duo RX en boîte et compagnie qui coûtent une tétrablinde et que j'ai réussi à avoir à un prix à peu près décent encore à l'époque. Voilà. Ok, très bien. Bon, en tout cas, les émulateurs existent, on essaiera de vous faire une liste d'ici là, et surtout, si vous trouvez des modèles à bon prix, n'hésitez pas si vous avez un peu d'argent, parce que les meilleurs jeux sont certes chers, mais bon, on n'atteint pas encore des sommes astronomiques, c'est ce que tu nous disais. Sur les très gros jeux aussi, ça peut monter à 3 chiffres et compagnie. Si tu veux faire un bon set, tout simplement. T'as beaucoup de pépites, mais tu peux te focaliser sur un PC Kit 2 pour la plateforme. Tu choisis dans tous les shoot'em up un ou deux qui sont bons, un Bomberman, tu sais les valeurs sûres, les trucs. Splatterhouse, version arcade. T'as les deux sur Mega Drive, mais version Splatterhouse non censurée sur PC Engine. Il y a moyen. Mais Amigo, du coup, ce que je vous propose et ce que je te propose, c'est que tu nous fasses une petite liste de jeux pas trop chers avec, voilà, j'écrirai ça et puis on va voir ce que les gens pensent. On va voir si j'ai le temps. Comment faire, ouais, ne t'inquiète pas, on n'est pas pressé. Merci pour tout, franchement t'as assuré. Eh bah écoute, très content d'avoir passé la soirée avec toi. Première vidéo Ghetto avec cet Amigo qui est venu pour me présenter la Neo Geo. Bon ça on n'a pas pu filmer, mais un de ces quatre, on vous en refera un truc. C'était génial la PC Engine, je connaissais déjà cette console, mais première fois qu'il y en a une à la maison et qu'on joue avec trop de jeux. Est-ce que je peux te permettre juste une astuce, si jamais vous voulez en acheter une, il y a donc les Core Graphics qui sont les premières, donc qui sont rectangulaires comme ça. Il y a des blanches et il y a des grises comme la Super Graphics. Surtout prenez les grises, prenez pas les blanches, parce que les blanches est uniquement sortie antenne. Ah c'est la merde. C'est la merde, si vous achetez ça sans savoir, vous pourrez pas la brancher. Vous pourrez pas la brancher. Parce que je crois pas que l'adaptateur il y était déjà sur. Enfin, les sorties étaient sur sur tout premier modèle. Là, vous avez vu l'adaptateur, à mon avis, il y a toutes les sorties sauf antenne, hein, évidemment. Donc, c'était sur la console directement. Donc, surtout pas de blanche, sinon vous pourrez pas la brancher. Et bah, nickel. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Likez, partagez. J'espère que vous avez appris des trucs, que vous kifferez cette console, vous aurez envie de l'essayer. Forza à vous. Et à bientôt sur la chaîne JK36TV represent Forza.